Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment répondre à la question « Vendez-moi ce stylo ». Alors toute cette semaine, on va parler d'influence et de techniques de vente, on le fait déjà depuis lundi et on va le faire jusqu'à dimanche. Le but de ces vidéos, c'est que tu apprennes des choses vraiment sur l'influence, sur la vente, sur le copywriting, mais si tu veux aller beaucoup plus loin, j'ai préparé un pack de 3 formations, le lien est dans la description, donc si ça t'intéresse, tu peux aller voir dès maintenant. Quand on passe un entretien d'embauche pour être commercial ou qu'on veut tester un petit peu nos capacités à vendre quelque chose, on nous pose souvent cette question « Vendez-moi ce stylo ». Alors j'ai passé plusieurs entretiens quand j'étais commercial, entre 2009 et 2011, et on m'a posé cette question à chaque fois. Une fois c'était même « Vendez-moi ce tampon encreur ». Lors de mes premiers entretiens, je pensais que les recruteurs cherchaient une réponse précise. J'avais d'ailleurs été voir sur internet quoi répondre à « Vendez-moi ce stylo », mais je n'avais trouvé aucune réponse. Si actuellement tu te poses cette question-là, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va voir ensemble comment répondre à cette question. Quand on débute, on est tenté de répondre uniquement sur les caractéristiques du stylo. Il est beau, il est léger, il est solide, il est doré, etc. On réagit un peu comme dans cette scène du Loup de Wall Street où Jordan Belfort demande à des élèves de lui vendre un stylo. Vendez-moi ce stylo. C'est un stylo super qui, pour des professionnels, il peut... Vendez-moi ce stylo. C'est un joli stylo. Vous pouvez l'utiliser pour prendre en note les événements importants de votre... Vendez-moi ce stylo bille. Ok. Il est beau, il fonctionne et je recommande ce stylo à tous mes amis. Répondre comme ça, par les caractéristiques du stylo, ce n'est pas une mauvaise idée, mais ça ne doit pas être la première étape. La première étape, c'est de parler du problème du client et de comment le stylo pourra répondre à ce problème, à ce besoin. Dans le cas d'un stylo, le premier problème, c'est que souvent, on n'a pas de stylo sur nous. Vends-moi ce stylo. Allez, vas-y. Tu veux que je vende ce stylo de merde? Y a pas plus fort que ce gars. Ce stylo. Il vous vend n'importe quoi. Sois sympa, signe-moi un autographe sur ta serviette, s'il te plaît. J'ai pas de stylo, moi. Exactement, l'offre et la demande, mon vieux. Voilà, qu'est-ce que je vous disais? Là, il a créé le besoin. Mais il peut y avoir aussi d'autres problèmes. On peut par exemple citer les défauts des produits existants. Quand j'avais vendu le tampon encreur, je me souviens que j'avais parlé des autres tampons encreurs qui avaient tendance à couler, contrairement à celui-là. Évidemment, c'était faux, c'était juste pour l'exercice, je connaissais pas du tout ce tampon, c'était juste pour montrer que j'avais des arguments à dire. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, le recruteur ne cherche pas une bonne réponse, contrairement à ce que je pensais quand j'ai commencé. Il cherche juste à voir notre réaction. Si on se met à paniquer, on n'est peut-être pas fait pour le poste. Si on reste calme et qu'on trouve un truc à dire, c'est bon signe, peu importe ce qu'on va dire. Le recruteur veut juste nous tester, voir comment on réagira quand un client nous posera une question auquel on n'aura pas de réponse, ou quand un client nous posera une objection. S'il voit qu'on est totalement paniqué, il va se dire, il va être pareil face à un client. Si par contre, il voit qu'on arrive quand même à retomber sur nos pattes en répondant quelque chose, c'est plutôt bon signe et avec un peu de formation, on pourra répondre au client. Voici les 7 étapes pour répondre à la question « Vendez-moi ce stylo ». La première étape, ça va être de rester calme, de faire un minimum de gestes et de ne pas montrer à notre interlocuteur qu'on a peur. Parce que c'est normal d'avoir peur puisqu'on sort de notre zone de confort. On nous dit « Vends-moi ce stylo ». On n'a jamais été préparé à ça, on n'a jamais préparé ça avant. Et donc, il faut rester calme, il faut faire un minimum de gestes, ne pas montrer qu'on est en panique, qu'on est angoissé par cette situation-là. Et on le voit bien dans l'extrait du Loup de Wall Street, les 3 personnages sont en panique. Alors le troisième est un petit peu plus calme, on a l'impression qu'il prend un peu le défi plus légèrement, mais les 2 premiers sont totalement paniqués, rien qu'à leur visage, on voit bien l'angoisse qu'ils ont. La deuxième étape, ça va être de sourire. Quand on sourit, on envoie à notre cerveau un message en disant « C'est bon, je suis en sécurité, tout se passe bien, j'ai le contrôle de la situation ». Et donc, le stress va baisser. Et puis, on va renvoyer une image positive. On montre qu'on est serein auprès des autres. Et donc, un recruteur ou quelqu'un qui nous pose une question, il voit qu'on sourit, il se dit « Ok, il maîtrise le truc, il n'a pas peur, il n'est pas angoissé par cette situation-là ». La troisième étape, c'est de se tenir droit fièrement. Quand on est stressé, on a tendance à se recroqueviller un petit peu, à s'abaisser, à se courber légèrement et à rapprocher les bras du corps un peu pour se protéger. En fait, on devrait faire l'inverse. Regarde un petit peu les petits chiens, tu sais, les petits chiens un peu sans défense. Quand ils croisent un gros chien, en général, c'est les petits chiens qui aboient. C'est assez génial de voir ça. C'est que tu as un petit roquet tout petit qui aurait
vraiment pas de défense. C'est-à-dire que s'il se faisait bouffer par un Rottweiler, clairement il serait sans défense. Sauf que la plupart du temps, c'est eux qui font fuir les gros chiens parce que ils montrent qu'ils n'ont pas peur. Et en fait, c'est comme ça qu'on devrait se tenir. C'est-à-dire que quand on est face à quelqu'un qui est au niveau autorité au-dessus de nous, on devrait se tenir droit, fièrement, avec les bras légèrement éloignés du corps. Alors, pas non plus faire l'aigle, mais au moins ne pas avoir les bras vraiment recroquevillés sur nous et ne pas montrer qu'on est un petit être fragile, quoi. C'est vraiment ça, il faut vraiment montrer qu'on est là, qu'on en impose, qu'on est fier d'être là et qu'on est à notre place. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote par rapport à ça, par rapport au fait de sourire, par rapport au fait d'être à sa place et de se sentir à sa place. C'est qu'une fois, j'étais en entretien d'embauche pour être courtier dans tout ce qui est gaz, électricité, eau, etc. En fait, on devait aller voir des particuliers pour leur proposer des contrats plus intéressants pour eux au niveau financier, des trucs moins chers et mieux. Et le jour de l'entretien, donc, j'arrive et moi j'étais en costard, enfin je m'étais un petit peu bien apprêté, on va dire. Et juste à côté de moi, il y avait un gars qui était en jogging, mais genre le jogging, tu vois, un peu craignos, quoi. Enfin, c'est pas méchant, hein, mais voilà, c'est un jogging pour faire du sport, mais pas pour être en entretien d'embauche, quoi. Et sur le coup, juste avant que le recruteur vienne me chercher, dans ma tête, je souris. Enfin, je me mets à sourire parce que je me dis, bon déjà, je pars avec un petit avantage par rapport à lui. Et donc, je me dis, je suis à ma place, je suis bien là, j'ai intérêt de faire bonne impression parce que déjà, je suis parti avec un avantage. J'arrive donc dans l'entretien, enfin donc le recruteur vient me chercher et il me dit vous souriez-vous, parce qu'il n'était pas habitué à ce que des gens sourient avant d'arriver à l'entretien. Souvent les gens ont un regard très fermé, ont le sourire vraiment pas du tout sorti, tu vois, ils sont vraiment le visage complètement fermé, et moi j'étais en train de sourire. Et je lui dis oui, je suis content d'être là, ça me fait plaisir, voilà, j'ai vu votre entreprise sur internet, ça m'intéresse de travailler chez vous, quoi. Et donc directement, la glace était brisée finalement. Le gars se dit, ok, le mec déjà il est à l'aise, il sourit, il est bien là, il est fier d'être là, il est content d'être là. Donc je suis parti vraiment avec des points positifs et j'ai décroché le job. Alors je suis pas resté longtemps après parce que j'ai eu des choses plus intéressantes ensuite, puis après j'ai arrêté d'être commercial. Mais c'était juste pour te dire comme ça que c'était très important de se tenir droit, d'être souriant et d'être fier d'être là. La quatrième étape, c'est de parler tranquillement, parler posément, parler lentement, et si possible en marquant quelques temps d'arrêt. Ça permet de mieux réfléchir, de mieux poser sa voix, de montrer qu'on est en confiance. Alors tu vas me dire, t'es très mal placé pour parler de ça, David, parce que toi tu parles très vite dans tes vidéos. Alors oui, j'essaye de parler vite, d'ailleurs j'en fais exprès parce que j'ai envie de délivrer mon message le plus vite possible. Il faut savoir que sur YouTube, l'attention est assez courte, les gens veulent regarder une vidéo en 3 minutes, avoir appris des choses, et après, soit ils décident d'acheter, donc là en l'occurrence mon pack de formation, si ça t'intéresse, dans la description, et, ou alors de passer sur une autre vidéo. Donc il faut vraiment essayer de délivrer le message relativement rapidement. Si tu parles trop lentement sur YouTube, tu risques de perdre l'attention des gens et qu'ils aillent voir ailleurs, puisque ils ont une distraction constante. C'est-à-dire qu'ils ont l'onglet Facebook qui est à côté, ils ont l'onglet Instagram qui est à côté, ils ont toutes les suggestions de vidéos qui sont à côté, donc on est un petit peu obligé de parler relativement rapidement pour maintenir l'attention du spectateur. En revanche, quand tu es face à face avec quelqu'un, que ce soit en entretien d'embauche ou que ce soit une discussion avec quelqu'un, il va pas tourner les talons et partir. Tu vois, logiquement, il a quand même ton attention, tu as son attention pour le coup, et donc il va vraiment t'écouter, même si tu prends ton temps, et ça va vraiment permettre, comme ça, le fait de poser ta voix, d'avoir encore plus son attention. Donc il faut vraiment parler tranquillement, poser ta voix, et puis il y a un gros avantage par rapport au fait de parler lentement, c'est que tu peux réfléchir à ce que tu dis. Écoute un petit peu, tiens, c'est un exercice que tu peux faire juste après, c'est d'aller voir sur YouTube une vidéo de Olivier Giroud, par exemple, en entretien, en interview. Tu vas voir comment il parle lentement. Il parle très lentement. Et il en fait exprès, parce qu'il veut pas dire de conneries, parce qu'ils ont des communicants qui les conseillent, qui les briefent, qui leur disent quoi faire. Et donc à chaque fois, ils leur disent, parlez lentement, réfléchis bien à ce que tu dis. Avant de dire quelque chose, réfléchis bien, qu'il n'y ait pas de problème derrière. Enfin voilà, il faut vraiment, dans ces cas-là, parler tranquillement. Donc ça, c'était un petit peu pour le non-verbal, pour la posture et pour la façon de parler. Mais maintenant, on va vraiment voir les 3 étapes pour construire finalement son argumentaire. La première chose, c'est de parler des problèmes. Quand tu parles du problème du stylo, par exemple, tu peux soit dire que l'absence de stylo est un problème, tout simplement comme dans l'extrait du Loup de Wall Street, où il dit « Est-ce que tu peux me signer un autographe ?»
l'autre dit non, j'ai pas de stylo, bon bah voilà, c'est un problème, tu n'as pas de stylo, donc tu aurais besoin de mon stylo. Ou bien tu peux parler des problèmes de la plupart des stylos. C'est-à-dire que la plupart des stylos, voilà, au bout de 3 mois, ils sont déjà vides, je sais pas, ils coulent, je sais pas, enfin tu peux trouver des trucs comme ça un peu bêtes. On s'en fiche que ce soit bête, l'essentiel, encore une fois, c'est que tu aies des choses à te dire. C'est ça qui veut le recruteur, c'est ça qui veut en entretien, c'est ça que veut la personne qui est en face de toi, même si c'est pas un entretien, même si c'est juste pour te tester sur tes capacités à convaincre, bah on s'en fiche. Pose un problème, soit le problème de ne pas avoir de stylo, soit le problème d'avoir un stylo de mauvaise qualité. La 6e étape, c'est de montrer comment le stylo peut résoudre le problème. Imaginons que dans l'étape 5, on ait demandé à la personne « Est-ce que vous avez un stylo sur vous ? Est-ce qu'au quotidien, vous avez un stylo sur vous ? Ou est-ce que maintenant, vous avez un stylo sur vous ?» La personne va répondre sans doute « Non, j'ai pas de stylo sur moi, j'en ai jamais. » Et c'est juste aussi pour l'exercice, elle va souvent répondre ça, pour voir comment vous allez réagir. Et donc, la 6e étape, ça va être de montrer comment le stylo peut résoudre le problème. Et on va pour ça, par exemple, imaginer une situation où on va dire, imaginez, vous êtes dans la rue, vous n'avez pas de portable sur vous, vous n'avez pas de stylo sur vous, et il y a une fille magnifique qui arrive, et vous commencez à parler, voilà, vous commencez à discuter un petit peu, et elle non plus n'a pas de stylo, elle n'a pas de portable. Comment vous faites pour rester en contact ? Alors voilà, c'est un truc tout bête, c'est une phrase, voilà, je suis en train de l'inventer en même temps que je te parle, mais c'est le genre d'histoire que tu peux t'inventer au moment où tu improvises. Alors tu peux évidemment imaginer à l'avance des petites histoires, là tu vois, j'avais rien préparé du tout, mais tu peux imaginer ce genre de petites scénettes où la personne, voilà, n'a pas de téléphone, elle non plus, enfin tu vois, les deux personnes n'ont pas de téléphone, n'ont pas de stylo, on se retrouve, comment on fait ? Tu vois, comment on fait pour garder contact ? Tu vois, ça peut être un truc assez frustrant et la personne du coup va se dire ouais, je peux très bien passer à côté d'une opportunité comme ça. Alors évidemment là c'est pour rire, si on voit par exemple que le recruteur est assez souriant, on peut avoir ce genre de petite histoire. Si le recruteur a l'air plus sérieux, on peut parler plus d'un truc de travail. Imaginons vous êtes dans un networking, vous n'avez pas de stylo sur vous, vous n'avez pas de portable sur vous, on ne sait jamais, ça peut arriver. Eh bien, comment vous réagissez ? Si vous avez ce stylo-là, voilà, vous aurez un stylo sur vous. C'est un truc tout con, c'est vraiment bête, mais c'est l'offre et la demande, comme expliqué dans la vidéo du Loup de Wall Street. On peut aussi imaginer que tu montres comment le stylo peut résoudre le problème d'un point de vue technique. Imaginons, donc on reste sur l'histoire du networking ou de la rencontre d'une belle fille dans la rue. Voilà, tu rencontres une belle fille dans la rue, tu as un stylo, tu l'as, mais tu as un stylo qui coule. Tu vas écrire sur une feuille, sur un petit bout de papier, ton numéro de téléphone, la personne va prendre le bout de papier, sauf qu'il va pleuvoir. Et là, tout l'encre va disparaître, ça va être illisible. Eh bien, ce stylo, c'est le seul au monde où l'encre ne bave pas, où l'encre, même s'il pleut, l'encre ne va pas couler. Tu vois, ça c'est un truc totalement con que je suis en train d'inventer. C'est totalement débile. Ça existe certainement pas, ou peut-être que ça existe déjà, j'en sais rien. Mais c'est juste pour que tu montres au recruteur que tu as la solution au problème. Tu vois, tu as de l'imagination, tu as des réponses au cas où quelqu'un te mette un petit peu dans la panade. Alors évidemment, faut pas mentir, hein, quand on a un client en face de soi, faut pas mentir, mais tu montres au moins que tu as des ressorts, que tu sais répondre aux gens. Et ça nous mène donc au 7e point, à la 7e étape, parler des caractéristiques. Alors là, ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est donner le stylo à la personne en face de soi pour qu'elle ait un contact physique avec le stylo, et on va lui parler vraiment des caractéristiques techniques du stylo. Par exemple, voilà, l'encre ne bave pas, ou la recharge dure 3 ans. J'en sais rien, enfin des trucs totalement inventés. Là encore une fois, le but c'est d'inventer, hein, c'est juste de montrer qu'on a de l'imagination, c'est évidemment pas de sortir les vraies caractéristiques du stylo, c'est juste pour montrer qu'on a du ressort. Et donc tu vas pouvoir inventer comme ça des caractéristiques par rapport au stylo. Voilà, donc ça, c'est un petit modèle en 7 étapes pour répondre à cette question. Et au moins tu sauras, voilà, si jamais un jour tu as cette problématique-là, si on te pose cette question-là, soit en entretien, soit dans la vie, soit même, voilà, ça c'est des questions qu'on se pose souvent comme ça pour jouer, tu sais, quand tu es un petit peu dans la vente, quand tu as d'autres personnes qui sont dans la vente que tu connais, c'est des genres de petites questions qui reviennent, ou alors tiens, comment tu pourrais me vendre cette lampe, tiens, comment tu pourrais me vendre ce tapis de souris, tu sais, des trucs totalement bêtes, mais ça nous permet comme ça un petit peu de sortir de nos zones de confort et de s'entraîner comme ça à vendre. Donc ça c'est un petit exercice que tu peux faire aussi, tu peux t'entraîner devant le miroir à essayer de vendre des choses. Si aujourd'hui tu n'es pas à l'aise avec ça, tu peux t'entraîner à ça. Alors si tu veux aller beaucoup plus loin, je t'ai préparé un pack de 3 formations où là vraiment on va rentrer dans le vif du sujet, on va voir des exemples, on va voir comment vendre, comment influencer
quelqu'un, donc avec vraiment des techniques d'influence, de manipulation. On ira un petit peu plus loin, donc voilà, c'est pas fait pour tout le monde aussi, c'est quand même des techniques qui sont assez fortes, assez très très bourrin pour certaines, mais voilà, il faut les connaître et c'est bien aussi de s'en prémunir parce qu'il y a des gens qui les utilisent contre nous, donc c'est bien aussi de les connaître, ces techniques-là. Après, évidemment, faut les utiliser avec parcimonie, il faut les utiliser pour être éthique. Comme je te le disais, voilà, moi j'étais commercial pour vendre des produits de gaz, d'électricité ou d'eau, par exemple, qui faisaient baisser la note des gens. Donc je m'en fous d'être bourrin, parce que derrière c'est pour le bien des gens. Tu vois, les gens ils économisaient de l'argent quand ils achetaient auprès de moi. Donc forcément, tu vois, c'est toujours bien. C'est ça qu'il faut faire, c'est faire ça avec éthique. On s'en fiche d'influencer. Ce qui est important, c'est que derrière ça soit éthique, c'est que ce soit, tu vois, c'est ça qui est important. C'est pas de faire des techniques de vente ou pas. Techniques de vente, tout le monde en fait. Tu regardes la télé, il y a des techniques de vente dans tous les sens. Et ce qui est important, c'est est-ce que c'est pour mon bien, est-ce que c'est pour le bien du client ou pas. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et si tu veux aller plus loin, comme je te le disais, il y a le pack de 3 formations, le lien est dans la description et on se retrouve demain.